C'est l'heure des informations sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres d'actualité, un an après sa réforme, le Conseil économique et social du Bénin dresse le bilan de ses activités. À cette occasion, son président, Conrad Gbagidi, a présenté un rapport détaillé retraçant les 12 mois d'action menés par l'institution. La présentation s'est en présence du chef de l'État. Le président de l'Assemblée nationale, Joseph Djogbenou, a reçu au Palais des gouverneurs la présidente de la Haute Cour de justice d'Andignamo. Nous reviendrons dans un instant sur les points de cette audience. À l'international, au 6e jour du conflit déclenché par Israël, les États-Unis contre Téhéran, les frappes se poursuivent sans relâche sur le territoire iranien. Malgré cette escalade, l'Iran affirme ne pas avoir sollicité l'intervention des États-Unis pour mettre fin aux hostilités. Nous ouvrons ce journal avec la remise du rapport d'activité de la mandature transitoire du Conseil économique et social. Après 12 mois de travaux, les membres de l'institution ont présenté au président de la République le bilan des actions menées au cours de cette période. Sécurité, développement territorial, pouvoir d'achat des populations ou encore lutte contre l'alcool frelaté, autant de domaines sur lesquels portent les recommandations soumises au chef de l'État ce mercredi au Palais de la Marina. Plus de détails dans ce compte-rendu. Un an après la réforme structurelle engagée pour redynamiser le Conseil économique et social, l'institution a procédé à l'exercice de reddition de comptes. À cette occasion, son président, Conrad Gbagidi, a présenté un rapport détaillé des actions entreprises et des orientations définies au cours de cette période. Il a notamment souligné les évolutions observées dans le fonctionnement interne de l'institution ainsi que l'impact croissant de ses travaux. Selon lui, cette réforme a permis au Conseil de mieux jouer son rôle consultatif et de se rapprocher davantage des préoccupations des populations. Le rapport que nous vous présentons aujourd'hui s'articule autour de 4 piliers. Nos 9 sujets d'autosaisine, le bilan de nos missions institutionnelles, notamment l'imprégnation des lois, notre avis sur le projet de loi de finances 2026 et nos perspectives stratégiques. Vu le temps imparti, je me limiterai avec autorisation à nos autosaisines. Elles ont porté sur le coût de la vie, l'économie sociale et solidaire, l'impact des partenaires techniques et financiers, la gouvernance locale face au terrorisme, les conflits agro-pastoraux, les coopératives agricoles et artisanales, la valorisation touristique de la production culturelle et la lutte contre l'alcool frelaté. Je me propose d'en exposer les enseignements essentiels. Monsieur le Président de la République, depuis le début des années 2000, le Sahel est devenu l'un des principaux foyers du terrorisme en Afrique subsaharienne. Longtemps préservé, notre pays connaît depuis 2019 une intensification des attaques dans le septentrion. Sous votre autorité, des efforts considérables ont visé à renforcer notre sécurité nationale par la modernisation du dispositif de défense et la mobilisation constante de nos forces armées, y compris à travers des actions communautaires et la mise en place de comités civilo-militaires. Cette synergie forge aujourd'hui une véritable armée-nation, unissant intimement le peuple et son armée pour la sauvegarde de notre territoire. En complément de cette réponse essentielle, le Conseil a analysé le rôle que peut jouer la gouvernance locale dans la consolidation de la résilience. Nos travaux montrent que la sécurité durable repose sur la convergence entre la force légitime de l'État et la vitalité des territoires. Nous recommandons ainsi le soutien socio-économique ciblé des jeunes exposés, le renforcement des politiques éducatives et socio-sanitaires et l'accélération des investissements dans les services de base afin d'ancrer durablement la stabilité et le développement. Prenant acte du rapport, le président Patrice Talon a salué la qualité des travaux accomplis en 12 mois. Il a estimé
que les résultats enregistrés confortent la pertinence de la réforme engagée et confirment le rôle stratégique du CES dans le dialogue économique et social. Je suis heureux de chemin parcouru en si peu de temps, 12 mois. Je vous ai vu actifs sur le terrain. Je vous ai vu vous approprier de nouvelles missions du Conseil économique et social. Et j'ai pu apprécier à mon niveau l'engagement qui a été le vôtre au service donc de notre pays à travers votre mission. Je voudrais vous rassurer de ce que le Bénin entier, les institutions, notamment le gouvernement, mesurent combien nous avons eu raison de réformer le CES et de ce que votre parcours sur les 12 mois donnera au CES une vie éternelle. La remise de ce rapport ouvre ainsi une nouvelle étape. Un séminaire bilatéral est annoncé dans les prochains jours afin d'examiner les axes de progression et d'approfondir certaines thématiques. Le gouvernement dispose désormais d'une base de réflexion consolidée pour orienter ses prochaines décisions à caractère normatif et social. Cap à présent sur le siège du parti Les Démocrates à la suite de la démission de l'ancien président Boni Yayi de la tête de la formation politique. Mercredi dernier, les responsables du parti se retrouvent ce jour en réunion de coordination nationale. Une rencontre qui s'inscrit dans la tradition de concertation instaurée par Boni Yayi et au cours de laquelle les responsables du parti devraient se pencher sur plusieurs questions liées à l'avenir de la formation politique. Avant l'ouverture des travaux, nos confrères de la télévision Matin Libre ont recueilli les impressions de membres de la coordination nationale. Je vous invite à le suivre. Depuis déjà plus d'une semaine, le président du parti, le président Dr Yayi Boni, a convoqué une coordination nationale pour le 6 mars. Donc c'est dans l'ordre normal des choses au sein du parti. C'est une réunion institutionnelle conforme à nos tests qui se tient aujourd'hui. La démission du président du parti n'était pas inscrite à l'ordre du jour. Mais comme c'est arrivé pratiquement à la veille de la tenue de la session, nous allons en discuter, ce qui est normal. Il y aura le rapport d'activité du secrétariat général, le rapport financier du parti et aussi le parti va réfléchir sur les perspectives. Parce que, comme vous devez le savoir, il y a de cela un mois, le président Yayi Boni avait mis en place un comité pour réfléchir sur les perspectives. Le comité a déposé son rapport. Et aujourd'hui, il était prévu quand même que la coordination nationale puisse discuter du rapport du comité pour essayer de voir quelles seront les perspectives. Vous savez, c'est avec la situation que traverse le parti, le quorum est quand même atteint, la majorité est là. Nous attendons, c'est vrai qu'on a on a traîné un peu, la séance qui devait démarrer normalement à 10h, ça pourrait être démarrer parce que les gens doivent quitter à l'intérieur du pays, on sait d'autres ont quitté hier, nous sommes fatigués. Donc tout à l'heure nous allons démarrer. La majorité est là quand même, donc les décisions qui seront prises s'imposeront à tous. Si on voit ces derniers temps, tout ce qui se passe à la Cour suprême, avec les recours des deux partis, UPR et BR, ils ont de ne pas se décourager. Si en finalité, on dit que le parti et les démocrates a eu 16% de l'électorat, malgré tout ce qu'on a vu, ce qui s'est passé pendant les élections, les militants doivent en être fiers et ne pas être découragés. Le parti des démocrates ne mourra pas. Le parti des démocrates, on peut dire que c'est la première force politique du pays, malgré ces résultats de 16% qui ont été dit par la Sénat. Parce que comme vous devez le savoir, le parti des démocrates n'est pas allé aux élections locales, n'était pas allé aux élections municipales, seulement aux élections législatives. Au moment où les autres partis étaient non seulement aux élections de proximité, les élections locales, mais aux élections législatives, et pourtant on a pu avoir 16%. Aucun autre parti au Bénin, je dis bel et bien aucun autre parti au Bénin, ne peut faire le score que le parti des démocrates a eu à faire s'ils étaient confiés s'ils avaient les mêmes conditions que nous. Mais nous, on doit être fiers, et si ce n'est pas la loi électorale, on sait que le peuple a quand même fait confiance au parti des démocrates qui devait se retrouver avec des députés. Mais la loi électorale, avec cette situation de 20%, vous a empêché d'avoir des sièges au Parlement. Mais ce n'est pas un problème. Il faut toujours avoir confiance à l'avenir et la foi. Et dans le reste de l'actualité, la présidente de la Haute Cour de justice, Dandi Nyamou, a été reçue en audience ce jeudi par le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Joseph Djogbenou.
Cette rencontre traduit à la fois les liens de confraternité qui unissent ces deux professeurs titulaires agrégés des facultés de droit, mais aussi les relations institutionnelles étroites entre les deux institutions. Je vous propose à présent de suivre la présidente de la Haute Cour de justice au sorti de cette audience. J'ai rencontré le président de l'Assemblée nationale sur deux questions. La première concerne le classique exercice de félicitations au président de l'Assemblée nationale puisqu'il a été élu et que étant à la fois un aîné, un collègue et président d'institution, il me semblait normal de lui faire la visite de courtoisie pour lui présenter mes admirations. Ensuite, la Haute Cour de justice et l'Assemblée nationale entretiennent des liens fonctionnels. La Haute Cour de justice est le juge pénal des gouvernants et dans sa composition, elle a 6 membres de l'Assemblée nationale. Et je souhaitais attirer la bienveillante attention du président de l'Assemblée nationale sur le fait qu'il serait opportun de procéder à la désignation des membres juges de la Haute Cour de justice, mais venant de l'Assemblée nationale. Enfin, au titre de ces relations fonctionnelles, j'ai souhaité faire un point sur l'innovation qu'a entreprise la Haute Cour de justice sous sa formule 8e mandature, qui est simplement de permettre la gestion plus juste et motivée des plaintes faites par les individus. Donc, l'Assemblée nationale étant le lieu même de la loi, il me semblait important de porter à la connaissance du président de l'Assemblée cette innovation de la décision, la première décision de la Haute Cour de justice en 25 ans d'existence. Le président de l'Assemblée nationale a promis être le partenaire de la Haute Cour de justice sur le terrain des innovations, de l'amélioration de la procédure. Et donc, je sors plutôt satisfaite de cette entrevue. L'Iran dément toute volonté d'ouvrir des pourparlers avec les États-Unis pour mettre fin à l'escalade du conflit. Ce jeudi, l'ambassadeur iranien en Égypte a rejeté les déclarations du président américain Donald Trump selon lesquelles Téhéran souhaiterait discuter. Selon Mojtaba Ferdoussi, le manque de confiance mutuelle rend toute reprise des négociations impossible. C'est après moi. L'Iran dément avoir sollicité des négociations avec les États-Unis alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans sa première semaine. Pendant que les frappes se multiplient dans la région, l'ambassadeur iranien en Égypte a rejeté les propos du président américain Donald Trump selon lesquels Téhéran souhaiterait ouvrir des discussions. L'Iran n'a pas demandé aux États-Unis et ne demandera pas au président Donald Trump de revenir à la table des négociations. Nous ne comptons pas sur lui et nous n'avons aucune confiance en lui. Sans confiance mutuelle, comment pourrait-on demander à l'autre partie de reprendre des discussions? Cela n'a pas de sens. L'Iran n'a adressé aucun message ni aucune demande en ce sens aux États-Unis. Le diplomate iranien a également qualifié de crime odieux l'assassinat du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, ainsi que les attaques menées sur le territoire iranien. Il avertit toutes les bases et installations militaires appartenant aux États-Unis ou à Israël seront considérées comme des cibles légitimes pour l'Iran. Il est faux de dire que les États-Unis ont attaqué l'Iran en raison de ses missiles à longue portée. La véritable motivation, c'est le pétrole iranien, la volonté d'affaiblir le rôle géopolitique du pays, de renverser le régime et de le fragmenter. L'Iran dispose lui aussi des moyens de répondre et de faire face à ses adversaires, aussi bien sur le plan militaire qu'économique. De son côté, le président américain Donald Trump a affirmé jeudi qu'il devrait être impliqué dans le choix du prochain dirigeant iranien, alors que son pays et Israël poursuivent leur frappe contre l'Iran.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.